Bonjour, bonjour à tous, bienvenue sur ce nouveau webinaire Newstank RH Matin avec notre partenaire Factorial. Bienvenue à tous nos participants. Nous allons aborder un sujet phare de fin d'année qui est crucial pour les DRH. C'est la période synonyme de réalisation d'entretiens d'évaluation annuelle des collaborateurs en entreprise. Alors, les entretiens d'évaluation annuelle sont des moments clés pour le développement des collaborateurs. Ils permettent d'évaluer les compétences, d'identifier les forces et les axes d'amélioration, ainsi que la définition des objectifs de développement. Pour illustrer notre thème fédérateur pour ce webinaire, au-delà de l'évaluation, engagez vos équipes grâce à la formation, nous vous proposons en introduction 2 slides d'études. La première, sortie d'une étude de Gallup, que je vais vous présenter le slide. 93% des salariés qui reçoivent des formations dans leur entreprise estiment que cela impacte très fortement leur engagement. On peut vous proposer une deuxième illustration d'une étude LinkedIn. 94% des employés resteront plus longtemps dans une entreprise investissant dans leur formation. On pourrait répéter ce type d'illustration à multiples sources. On arrive généralement à une très grande majorité de l'engagement des collaborateurs dès lors que les entreprises s'engagent sur cette partie formation. Alors, comment transformer ces échanges en actions concrètes ? Ce webinaire va vous montrer comment utiliser les informations recueillies pour créer un plan de formation personnalisé afin de répondre aux attentes des collaborateurs. Pour ce webinaire, nous allons avoir 2 intervenants principaux qui vont évoquer ce sujet. Nous avons d'abord Florent Horta. Bonjour Florent. Bonjour à tous. Florent est Head of Marketing de Simbel. Et nous avons aussi à nos côtés Joris Parizeau. Joris, bonjour. Bonjour Philippe. Bonjour, bonjour. Vous êtes avec nous en qualité de consultant RH chez Factorial. Et donc, je vais vous laisser la parole pour que vous présentiez votre parcours et vos sociétés. On va peut-être commencer par Factorial. Joris, je te laisse prendre la main sur la présentation de ton parcours et de ta société. Tout à fait. Merci beaucoup Philippe. Donc, bonjour à tous. Merci d'assister à ce webinaire. Factorial, c'est une solution RH, un SIRH. L'idée, c'est d'aider les RH à révolutionner leurs pratiques. Comment ? En faisant du département RH une source de performance et de rentabilité. Un département qu'on peut piloter de la même manière qu'on piloterait un département sales ou marketing, avec des KPI, avec des reporting et donc un outil d'aide à la décision. L'idée, c'est tout simplement d'aider les RH à gérer le parcours collaborateur, de l'intégration du nouveau collaborateur jusqu'à son départ, en passant par la gestion des temps d'absence, le planning, les notes de frais, la formation, les entretiens individuels, ainsi que la préparation de la paye. Et tout ça, toutes les données qu'on va retrouver dans Factorial, on va pouvoir les centraliser, automatiser les processus et derrière faire du reporting sur l'ensemble des données présentes dans l'outil. L'idée, à la fin, c'est de redonner du temps aux RH pour leur permettre de se concentrer sur ce qui compte vraiment en entreprise, c'est-à-dire l'humain, et aller travailler sur le recrutement, la bonne personne au bon moment, la fidélisation des talents et la création d'une marque employeur forte pour attirer un maximum de talents avec le moindre sans effort. Alors, Joris, vous êtes Factorial est d'abord une société espagnole. Vous avez développé vos activités en France. Comment vous vous organisez en interne pour couvrir le marché français ? Sur le marché français, on a environ une centaine de Français. Effectivement, c'est une entreprise qui a été créée par 3 Catalans à la base. On a déjà environ 1000 clients sur la France, donc on est déjà bien installé. Et notre cœur de cible, c'est les entreprises de 20 à 200 collaborateurs. Vous avez bien reçu mon mail en tout cas. Très bien, merci beaucoup pour ces précisions. J'essaye de retrouver Florent qui n'est plus avec nous en l'état actuel. Donc, Joris, je propose de continuer avec vous sur le sujet de la présentation de Factorial. Est-ce que vous pourriez nous préciser d'abord l'implication de Factorial sur la dimension
d'entretien annuel que vous associez avec la formation. Oui, oui, tout à fait. L'idée chez Factorial, c'est de se dire, finalement, on fait des entretiens annuels, on fait des entretiens professionnels, hein, donc qui sont obligatoires. Et après, qu'est-ce qu'on fait de ces entretiens? En général, pas grand-chose. Donc là, nous, la philosophie qu'on a à travers notre plateforme et notre solution digitale, c'est de se dire qu'un entretien doit servir derrière à être exploité pour aller identifier les compétences des collaborateurs, déjà les compétences présentes, et ensuite les compétences à travailler. Et donc, grâce à ces grilles d'évaluation, on va pouvoir aligner les compétences et avec des formations, les bonnes formations au bon moment pour améliorer la performance des collaborateurs, mais aussi être capacité d'identifier les bons talents à promouvoir en fonction des compétences. Et tout ça va se passer de manière automatisée au sein de la plateforme. Très bien. Ça marche, merci beaucoup. Joris, j'attends le retour de Florent sur ce webinaire qui ne devrait pas tarder. Ce que je vous propose, c'est de continuer à avancer la présentation de l'introduction de ce webinaire, en sachant que Florent aura la possibilité naturellement d'intervenir un peu plus tard dès son retour sur le plateau. Je voulais signaler à nos participants que ce webinaire sera découpé en trois grandes séquences. Pourquoi les entretiens d'évaluation sont-ils cruciaux? On abordera déjà cette première partie avec un petit exercice de sondage. La deuxième séquence portera sur la manière de monter un plan de formation personnalisé, pourquoi c'est essentiel pour les collaborateurs. Et on arrivera sur une séquence numéro 3 sur la dimension de la digitalisation. Pourquoi peut-on parler de révolution dans le monde de la formation et au nom de l'engagement? Je vois que Florent est de retour parmi nous. Florent, bonjour. Bonjour, tu nous entends? Oui, très bien. Ok, super. Merci beaucoup. On a fait la présentation de Factoriel avec Joris. Est-ce que, Florent, de ton côté, tu peux nous faire la présentation de Simbel? Oui, très bien. Moi, donc, c'est Florent, Head of Marketing chez Simbel. Simbel, c'est une solution tout en un de gestion de la formation qui s'intègre avec vos solutions RH existantes, que ce soit votre SIRH, votre outil de gestion de la performance, outil de gestion des entretiens d'évaluation. On s'intègre avec tous les outils du marché. C'est une solution qui vient équiper principalement des entreprises entre 100 et 10 000 collaborateurs qui ont comme enjeu de gérer sur une plateforme unique toutes leurs problématiques de formation, c'est-à-dire la gestion de leur plan de formation, évidemment, mais aussi la création de formation interne, la diffusion de ces contenus et aussi l'accès aux meilleurs partenaires de formation qui sont les prestataires qui sont les mieux notés sur notre plateforme. On est ravis que tu es revenu parmi nous, Florent. Ça marche, on est impeccable à ce niveau-là. Est-ce que tu peux nous préciser les liens entre Simbel et Factorial? Oui, donc Simbel et Factorial sont partenaires. Je disais tout à l'heure qu'on s'intègre avec la plupart des outils du marché. Je parlais de SIRH. Et donc, forcément, on travaille avec Factorial, qui est un acteur important du marché. Donc, on est partenaire et on a des solutions qui sont intégrées les unes avec les autres. Très bien, merci. Merci Florent. Je vous propose d'avancer sur la présentation de ce webinaire avec, en entamant la première séquence. Pourquoi les entretiens d'évaluation sont-ils cruciaux? Alors, on va commencer par un petit exercice interactif. On va essayer de vous donner accès à un sondage qui devrait apparaître assez rapidement. Je vais laisser la technique avancer. Voilà, super, merci beaucoup. La question est ouverte, du coup, c'est selon vous, quelle place la formation joue-t-elle parmi les raisons qui peuvent amener un collaborateur à quitter l'entreprise? On va laisser nos participants répondre à cette question-là. Ça va apparaître sous forme de nuage de mots-clés. Donc, tout le monde peut y participer en l'état actuel. Donc, on se laisse quelques instants pour y répondre.
Je vous propose qu'on se laisse une petite vingtaine de secondes pour que les personnes qui assistent à ce webinaire puissent se connecter directement. Donc, je rappelle la question ouverte. Selon vous, quelle place la formation joue-t-elle parmi les raisons qui peuvent amener un collaborateur à quitter l'entreprise? On commence déjà à avoir quelques réponses. Donc, je vous propose de clore ce sondage. On a déjà quelques mots-clés qui apparaissent sur ce sondage. Je vois notamment la dimension d'importance, un rôle essentiel, cette formation, un manque aussi, donc ce qui veut dire que visiblement, les entreprises ne font pas toujours attention à cette dimension de formation. Le terme aussi de développement est naturellement important, comme on peut l'imaginer pour la dimension de formation. On a déjà une petite dizaine de votes sur ce sondage à réponse ouverte. Je vous propose de revenir du coup sur l'interface d'échange avec mes interlocuteurs pour poursuivre ce webinaire. Merci beaucoup. Florent et Joris, au regard des réponses qu'on a obtenues sur ce sondage, qui est naturellement pris à la volée, donc et de manière très, très spontanée, quels petits commentaires vous apportez sur les résultats de ce sondage? On va peut-être commencer par Joris. Ouais, ce qu'il faut déjà savoir, c'est que la formation, c'est la deuxième source de démission en 2024. La première étant le salaire, la troisième étant la relation avec le manager. Donc, deuxième source de démission. Pour autant, c'est le premier sujet abandonné par les RH. Et là, on voit bien donc du coup qu'il y a un déséquilibre entre ce qu'on considère étant comme une priorité pour fidéliser les collaborateurs et ce qui est réellement mis en place sur le terrain. Tout ça, à cause de quoi? À cause en général du manque de temps des RH qui sont en fait focalisés sur toutes les tâches administratives et chronophages, mais parce qu'elles n'ont pas le choix. D'accord, très bien, ça marche. Du côté de Florent, un petit commentaire peut-être sur ce sondage? Ouais, j'ai l'impression que les quelques réponses qu'on a sur le sondage reflètent un petit peu la réalité du terrain. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les employés sont pas forcément satisfaits de ce qui est fait d'un point de vue formation. Il y a un gros enjeu, il y a une grosse demande. La demande est forte de la part des collaborateurs et la réponse côté RH doit être tout aussi forte pour avoir un impact. On en parlera tout à l'heure, mais je suis pas très étonné par les résultats de ce sondage. Très bien, ça marche. Merci beaucoup, Florent et Joris, pour ces petits commentaires concernant ce sondage réalisé en live. Je vous propose d'avancer sur la présentation de vos slides sur toujours cette dimension. Pourquoi les entretiens d'évaluation sont-ils cruciaux? Je crois que Joris, c'est toi qui prends la main sur les trois principaux arguments. Oui, tout à fait. D'ailleurs, je rejoins, juste pour revenir sur le sondage précédent, Sandra Dabel qui est gentille de commenter. Effectivement, la formation en continu pour fidéliser les collaborateurs, très pertinent. Maintenant, si on parle d'entretien d'évaluation, bon, déjà, comme vous le savez tous ici, je pense, également, les entretiens professionnels, en tout cas, c'est obligatoire tous les 2 ans. Ensuite, on a les entretiens d'évaluation qui, eux, qui sont faits le plus régulièrement possible, qui devraient être faits le plus régulièrement possible pour bien suivre chaque collaborateur et s'assurer de l'alignement entre les besoins collaborateurs et les objectifs de l'entreprise. Déjà, pour le manager, ça permet plusieurs choses, effectivement, d'évaluer les compétences et d'avoir une meilleure aussi compréhension des besoins des équipes. Ça permet de fidéliser les talents
Oui, parce que le fait d'aller créer ce lien, un lien plus étroit avec les équipes et comprendre les aspirations de chacun, ça, comme on l'a dit, hein, le management, c'est la troisième source, le manque de management, plutôt, je dirais, c'est la troisième source de démission en 2024. Donc, l'idée de créer ce lien est très important, notamment à travers ces entretiens. Et derrière, ça va permettre aussi, grâce à l'évaluation de la performance, de renforcer la motivation en alignant les objectifs et le plan de développement éventuellement du collaborateur. Enfin, pour le manager, ça va permettre aussi de prendre du feedback sur son style de management, sur la culture dans l'entreprise et identifier d'éventuels axes d'amélioration. Pour l'entreprise, l'intérêt pour l'entreprise en général, c'est l'amélioration des performances globales, le fait d'aller suivre régulièrement et de comprendre comment aider un collaborateur à s'améliorer. Oui, ça va l'aider. Et je pense aussi que ce qui n'est pas assez fait, c'est OK, on fixe des objectifs lors de ces entretiens annuels. Qu'est-ce que je peux faire moi en tant que manager ou moi en tant qu'RH pour aller aider à l'atteinte de ces objectifs? Et essayer de reprendre aussi du ownership côté management pour aller aider les équipes. Évidemment, détection de futurs potentiels leaders pour pouvoir derrière aligner les bonnes formations. L'idée de se dire en entreprise que tout le monde est égaux parce qu'il y a plusieurs personnes qui sont au même poste. Je suis personnellement pas très aligné avec ça parce qu'on n'a pas tous les mêmes aspirations déjà. Tout le monde ne veut pas être manager, tout le monde ne veut pas être top performer, mais aussi parce que tout le monde ne le peut pas. Et du coup, en fonction des compétences de chacun, oui, on va aligner les bonnes performances et tout ça ressort lors de ces entretiens et c'est pour ça qu'ils sont cruciaux. Et enfin, aligner les efforts individuels de chacun avec les objectifs stratégiques pour voir si on est dans les clous pour l'entreprise, tout simplement. D'accord. Et donc, du coup, si j'ai bien compris, tu as déjà avancé sur la deuxième partie, sur cette dimension, comment transformer un entretien d'évaluation en plan d'action. Cette partie-là, est-ce que c'est ce qui est important en fait d'avoir dans la tête, dans l'esprit, c'est cette manière de passer finalement d'une initiative, j'allais dire, un peu isolée, c'est-à-dire l'entretien annuel, et pas vraiment de penser à basculer sur cette dimension un peu plus long terme sur un plan de formation. Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'un entretien annuel ou semi-annuel ou même mensuel a pour objectif derrière de mettre en place des actions. Quelles sont ces actions et de quoi dépendent-elles ? Déjà, ça dépend de ce qui ressort de l'évaluation. Est-ce qu'on est sur une évaluation positive ou négative ? Si on est sur une évaluation positive où on est en train de voir qu'on a un collaborateur qui est engagé, qui met ses compétences à contribution de l'entreprise et qu'on identifie ça comme une opportunité pour l'entreprise, déjà, lors de ces évaluations, il faut reconnaître et valoriser le collaborateur. Je pense que ça, c'est un premier point. On sait que la reconnaissance, c'est un moteur qui est puissant. D'ailleurs, j'aimerais citer une étude qui a été menée par l'Institut Moodwork en 2022, qui nous montre que lorsqu'un collaborateur est félicité pour son travail et reconnu pour son travail, ce qui est assez intuitif, j'enfonce des portes ouvertes, mais ça renforce effectivement sa motivation de le voir souligné. Deux, si on a un entretien d'évaluation qui est positif, comment je vais aller mettre en avant d'autres formations, telle une récompense pour un collaborateur. Je vais amener des formations supplémentaires qui vont l'aider à monter en compétences ou à l'amener sur de nouveaux spectres de compétences. Et enfin, 3, évidemment, aller discuter de potentielles évolutions salariales, bonus, avantages en nature, etc. Si maintenant l'entretien est négatif, où on identifie, parce que ça n'existe pas la négativité en entreprise, mais plutôt si on identifie des axes d'amélioration, là, l'idée, ça va plutôt être avec le collaborateur de faire le point, de se dire, OK, comment est-ce que moi, je peux t'aider ? Quelle formation je vais aller aligner en fonction de tes... déjà, identifier là où il peut avoir des lacunes ou des axes d'amélioration, et ensuite se mettre d'accord ensemble sur les formations à aligner pour aider, supporter et accompagner le collaborateur. L'idée, c'est plutôt de dire on va venir t'aider plutôt qu'on va venir te punir.
Voilà. Et mettre en place un plan d'action hyper personnalisé, évidemment à travers une communication ouverte, prendre du feedback, prendre du retour du collaborateur, mais surtout constructive. On est là pour aider. On est là pour avoir une approche transparente et bienveillante. Et je pense que ça, c'est vraiment la clé lorsque le collaborateur comprend qu'on est là pour l'aider. Ce qui veut dire que vraiment concrètement, on arrive à un plan vraiment personnalisé. Parce que finalement, ce qu'on nous présente comme entretien annuel, c'est souvent le même formulaire où finalement, ça reste très, très standard. Mais c'est après où il faut vraiment quand même prendre au cas par cas les situations de chaque collaborateur. Oui, tout à fait. C'est pour ça que c'est important de différencier le top performer du low performer, de la personne qui est un peu moyenne dans l'entreprise. Et on ne va pas proposer à tout le monde la même chose. Il faut vraiment que ça soit avoir une approche le plus personnalisée possible. Et c'est pour ça que la digitalisation et une plateforme comme Factorial, ça peut vraiment aider à identifier les RH, justement les potentiels, les personnes en difficulté, et derrière d'aller proposer des plans d'action de manière automatique, personnalisée encore une fois. Très bien, ça marche. Merci beaucoup, Joris, pour ces éléments. On va donner la parole à Florent sur la séquence numéro 2. Pourquoi un plan de formation personnalisé est essentiel? Alors là aussi, c'est une grosse partie de ce webinaire. On va laisser Florent évoquer cette dimension de son côté. Florent? Oui, déjà, je voulais rebondir un petit peu sur ce que Joris disait, l'importance de l'entretien d'évaluation. Oui, pour construire un plan de formation, on a souvent besoin de cette étape qu'est l'entretien d'évaluation. Et chez Simbel, on a mené une étude en début d'année sur la totalité de nos clients, donc une centaine d'entreprises, entre 100 et 10 000 collaborateurs. Cette étude, elle nous montre que 71% des entreprises recueillent les besoins de formation lors des entretiens d'évaluation. Donc, c'est vraiment un moment crucial puisqu'en fait, 3 besoins sur 4 de formation sont identifiés lors de cette étape de l'entretien d'évaluation. Donc, vraiment, pour les collaborateurs, c'est important de formaliser clairement les besoins de formation au moment de la formation. Comme le disait Joris, c'est aussi le moment pour le manager, s'il identifie des lacunes, de mettre en place des formations qui peuvent permettre de combler ces lacunes. Parce que dans 71% des cas, les formations, elles viennent des entretiens d'évaluation. Et peut-être deux chiffres avant de poursuivre. Bien savoir que sur cette étude que l'on a fait en début d'année, 65% des demandes de formation, elles ont abouti. Donc toujours, si on se met du côté collaborateur, en fait, ne pas hésiter à demander les formations, puisqu'en fait, dans quasiment 2 fois sur 3, elles sont validées et elles ont lieu. Et l'autre élément, c'est que les entreprises, elles consacrent un budget aux formations. En moyenne, c'est 540 € par collaborateur. Donc, toujours la même chose, ne pas hésiter à demander des formations, puisque les entreprises, dans la plupart des cas, débloquent des budgets dédiés à la formation. Oui, donc il y a vraiment quand même une réelle écoute de la part des entreprises sur les attentes des collaborateurs, sur la dimension de formation. C'est quand même un moment clé où on peut quand même recueillir les requêtes ou les doléances des collaborateurs en la matière. Oui, bien sûr. Et c'est le meilleur moment puisque finalement, c'est un des seuls moments du calendrier RH annuel où on a l'occasion de se retrouver seul avec son manager pour pouvoir parler de ces problématiques. Donc, c'est vraiment un moment clé pour pouvoir identifier des formations et remonter des formations. Et c'est d'autant plus clé parce qu'aujourd'hui, la perception du collaborateur vis-à-vis de la formation en entreprise, eh bien, elle est souvent dégradée. Je vais vous citer une étude qui date de 2021, parce que je n'ai pas de chiffres plus récents, qui était une étude des nouveaux besoins des salariés. Et le NPS récolté sur la pertinence de la formation proposée en entreprise, il était de -33. Donc, ça nous montre la perception qu'ont les collaborateurs des formations qui peuvent être données en entreprise. Alors, évidemment, c'est une moyenne. Ça ne veut pas dire que toutes les entreprises ne sont pas performantes quand il s'agit de proposer des formations. Mais ça nous pose un petit peu le décor sur cette thématique. Donc maintenant, si je me replace côté collaborateur, quelles sont mes attentes en termes de formation? Bien, la première, c'est la montée en compétences.
Tout à l'heure, Joris, tu parlais d'identifier des lacunes. Eh bien, souvent, les collaborateurs sont aussi en mesure eux-mêmes d'identifier leurs lacunes et de les remonter. Donc, c'est le moment de dire, eh bien là, en fait, cette tâche, je suis en difficulté parce que je n'ai pas telle ou telle compétence et il faudrait que je puisse suivre une formation pour pouvoir combler cette lacune. Donc ça, c'est vraiment un point important dans les remontées des collaborateurs, de dire, mais en fait, je suis en difficulté pour faire cette tâche parce que je n'ai pas suivi cette formation et cette formation pourrait m'aider. Deuxième point, le développement de la carrière. On le sait, aujourd'hui, un collaborateur, il a besoin d'avoir des perspectives et des perspectives d'évolution. Peu importe qu'il veuille devenir manager, expert ou autre, on a envie d'avoir une vision à 2-3 ans, de savoir où est-ce qu'on se projette dans l'entreprise. Parce que sinon, pourquoi pas aller se projeter dans une autre entreprise si on n'a pas cette perspective. Donc, le développement de la carrière, savoir où je suis dans 2-3 ans et comment j'y arrive. Donc, en fait, quelles sont les formations que je peux suivre? Quelles sont les différentes étapes qui vont me permettre d'atteindre mes objectifs de carrière? Et la formation en fait souvent partie. Et le dernier point que je trouve intéressant, qui est le développement des soft skills, parce que là, je vous ai parlé de lacunes un peu techniques qu'on va couvrir avec des formations en hard skills. Eh bien, c'est aussi important de savoir, et il y a une étude Juno qui a été faite en début d'année qui montre que 35% des demandes de formation, elles concernent des formations en soft skills. Donc, j'ai noté les points principaux qui remontaient. C'était gestion du stress, leadership, prise de parole en public, donner, recevoir du feedback. Donc, c'est important de savoir qu'au-delà des hard skills, de former quelqu'un sur un logiciel, sur quelque chose de très technique, en fait, on a aussi besoin de former nos collaborateurs sur les soft skills parce qu'ils sont en demande et parce que ça peut avoir un impact important. Et ce qui est intéressant, c'est de se dire, une formation gestion du stress, oui, à terme, ça a un intérêt pour l'entreprise parce que ça va générer de la performance, etc. Mais surtout, ça a un impact très fort sur le collaborateur. Il faut imaginer que le collaborateur, il est dans une situation de stress et que peut-être grâce à cette formation, il va réussir à en sortir ou du moins l'atténuer. Donc, quand vous mettez en place ce genre de formation, vous savez que vous avez un impact fort sur le collaborateur. Oui, donc si on peut le résumer, effectivement, les différentes attentes des collaborateurs, Florent, c'est vrai qu'il est très important de prendre en compte d'abord ce qu'attendent ces collaborateurs. Et je vois aussi dans la présentation de vos slides l'importance ou la montée en puissance de cette dimension de compétences au-delà du simple prisme des métiers, où qui dit compétences dit naturellement un peu d'hard skills, mais aussi de soft skills, ces fameuses compétences transversales, comme on pourrait dire en français, sur l'importance de ce type de compétences à développer en entreprise, qui est de plus en plus demandé d'ailleurs, au-delà des hard skills, des compétences techniques, et qui sont importantes pour le développement des entreprises. Alors, on a vu du côté des collaborateurs. Florent, je propose de voir du côté des entreprises, quels sont les principaux enjeux? Bien, du côté des entreprises, déjà, il va falloir aligner un petit peu les objectifs en termes de formation. Donc, on l'a dit, on a des demandes qui émanent soit des managers, soit des collaborateurs, qui ont souvent été identifiées via les entretiens. On a aussi des orientations stratégiques de l'entreprise. Typiquement, peut-être que mon entreprise, en 2025, elle a envie de mettre le focus sur les formations en management. En 2024, il y a eu beaucoup de promotions de personnes qui sont devenues managers et on n'a pas pu mettre en place toutes les formations nécessaires. Peut-être que ma vision stratégique pour 2025, ça va être de mettre le focus sur les formations en management. Et aussi, il va falloir intégrer les formations obligatoires, puisqu'en fonction du secteur de votre entreprise, vous pouvez être amené à devoir réaliser des formations obligatoires pour certains de vos collaborateurs tous les ans ou tous les 2 ans. Donc déjà, le premier objectif pour l'entreprise, ça va être de récupérer les besoins, de récupérer les orientations stratégiques, de récupérer les formations obligatoires et de regarder déjà un petit peu ce que ça représente. J'ai parlé de budget tout à l'heure. Le budget formation, il n'est pas illimité. Malheureusement, même assez loin de là. Il est même plutôt contraint. Donc, on va devoir identifier tous les besoins et essayer de voir comment est-ce qu'on arrive à les faire rentrer, comment est-ce qu'on priorise, comment est-ce qu'on est capable de choisir les formations à réaliser. Ensuite, comment on va choisir? J'ai dit de manière assez claire, les formations obligatoires, on va les faire. On n'a pas le choix, elles sont obligatoires, on va les faire.
les formations stratégiques, on va essayer de les mettre en place et ensuite, on va essayer de voir si les demandes qui ont été émises par les collaborateurs, eh bien, elles rentrent dans le budget ou non. Mais un point important, on va aussi essayer de mesurer l'impact de ces formations. C'est-à-dire que si j'ai un collaborateur qui me remonte un besoin et que j'identifie que l'impact d'une potentielle formation sur ce besoin peut être considérable, soit pour la personne, on a parlé des soft skills tout à l'heure, soit dans un objectif de performance, eh bien, je vais faire en sorte de pouvoir les mettre en place. Et avec ça, on met le doigt sur un point assez important et assez intéressant, qui est l'évaluation d'une formation. Parce que je dis, OK, il faut mettre en place une formation de qualité qui a un impact. C'est bien gentil, mais comment est-ce que je le mesure? Et ça, c'est un point assez intéressant, parce qu'aujourd'hui, on n'est pas encore très bon dans notre capacité à mesurer les formations pour une entreprise. Et souvent, et toujours, c'est toujours l'étude qu'on a menée en début d'année chez Simbel, 90% des entreprises nous disent qu'à la fin de l'année, elles mesurent le budget dépensé. C'est assez facile, je peux mesurer le budget. Mais est-ce que le fait d'avoir dépensé X euros justifie de la pertinence et de la qualité de la formation? C'est pas sûr. Donc, 80% des entreprises nous disent aussi qu'elles mesurent la satisfaction de l'apprenant avec des bilans à chaud. Donc, dès lors que la formation est terminée, je vais envoyer un formulaire pour savoir ce que la personne a pensé de la formation. Ça, c'est quand même un bon moyen de savoir au moins si la formation a paru de qualité à l'employé à ce moment-là. Et la dernière chose, c'est que 25% seulement mesurent l'impact des formations avec des bilans à froid. Ce qui est intéressant avec le bilan à froid, c'est qu'il est complété par l'employé qui a suivi la formation, mais aussi son manager. Et l'objectif, c'est vraiment d'essayer de mesurer, ça peut être à 3 à 6 mois, la performance et l'intérêt de la formation dans le quotidien du collaborateur. Donc ça, c'est un point important parce que dans les enjeux de l'entreprise, j'associe un budget à la formation, je vais quand même avoir envie que ces formations, elles aient un impact, sauf que si je ne suis pas capable de le mesurer, je ne suis pas capable de savoir si elles ont un impact. Et c'est souvent la problématique qu'on voit en entreprise, et parfois les budgets ont du mal à se débloquer, à se débloquer en ce qui concerne la formation, parce que ce soit le CEO ou le directeur général, on entend parfois certaines personnes dire « Oui, mais si je mets du budget dans la formation, je ne suis pas capable de mesurer le ROI ». Donc, mettons en place un suivi de la qualité via des études de satisfaction à chaud et à froid pour être capable de démontrer le ROI de la formation, parce qu'en fait, il est extraordinaire le ROI de la formation, mais si on n'est pas capable de le démontrer, on n'arrive pas à débloquer les budgets et on rentre dans un cercle vicieux. Oui, effectivement, Florent, tu mets le doigt sur un des points importants en termes de formation, hein, dans un univers où les entreprises parlent beaucoup de ROI et de KPI. Comment démontrer l'efficacité des formations? Ce n'est pas toujours évident du côté des entreprises et pourtant, c'est un enjeu crucial dans un monde où il y a tant de transformation que l'on observe à la fois du côté des métiers, du côté du business naturellement, et sur les nombreuses transitions auxquelles nous faisons l'objet d'un point de vue numérique, écologique. Il y a tant d'enjeux de compétences derrière qu'il faut effectivement absolument démontrer que les formations que l'on prodigue sont de qualité et que, en tout cas, elles seront importantes pour les enjeux de l'entreprise. Merci beaucoup, Florent, pour ces éléments. Je vous propose de continuer la présentation avec les slides, avec la troisième séquence sur la dimension de digitalisation, une révolution pour la formation et l'engagement. Bon, la digitalisation, soyons clairs, ce n'est pas quelque chose de supra-nouveau, hein, on en parle quand même beaucoup depuis des années et des années, mais par contre, c'est vrai que la pertinence de cette approche s'affine au fur et à mesure et Factorial est bien placé pour le savoir. Ce que je te propose, Joris, c'est d'avancer sur le slide et je crois que c'est toi qui prends la main sur une petite démo vidéo qu'on va présenter à nos participants. Donc, du coup, je te laisse la main sur l'outil, Joris, pour présenter une courte vidéo. Tout à fait. Est-ce que vous voyez bien mon écran? Il me semble que du point de vue technique, il faut la mettre en grand écran. Je ne sais pas si c'est déjà fait.
Alors, est-ce que je suis en mesure de la mettre en grand écran? Voilà. Ah bah voilà, tu l'as fait de ton côté. Impeccable. Ouais, nickel, nickel. Avant de commencer, oui, effectivement, la digitalisation, on fonce des portes ouvertes, c'est pas incroyable. Malgré ça, et pour être au contact de clients quotidiennement, on a encore beaucoup d'entreprises qui fonctionnent par Excel, qui fonctionnent par papier, ou qui utilisent beaucoup d'outils pour différentes tâches. Nous, l'idée chez Factorial, avant de lancer la vidéo plus concrètement sur l'aspect performance et évaluation, ça reste de centraliser l'ensemble des processus métiers associés à un collaborateur, des processus RH au sein d'un même outil. Et aussi de sortir du papier, sortir d'Excel et de tout automatiser pour, encore une fois, faire gagner du temps au RH pour qu'elle puisse se concentrer sur des tâches plus stratégiques. Et donc, je vais vous montrer comment, du côté des évaluations, nous, on fonctionne chez Factorial via une petite vidéo. Donc, effectivement, on peut avoir plusieurs types d'entretiens qu'on va pouvoir aller. Soit on a des entretiens, on a des templates d'entretiens, soit on va pouvoir aller créer des entretiens hyper personnalisés via Factorial. L'idée derrière, c'est d'avoir accès au compte rendu de chacun de ces entretiens, avec une possibilité pour l'évaluation d'aller faire des comparatifs également. Comparatifs sur les réponses à la fois avant l'entretien ou pendant l'entretien, les réponses du collaborateur et du manager. L'idée de tout ça, c'est effectivement de voir si on est aligné sur les réponses entre le collaborateur et le manager et s'il y a un désalignement. S'il y a un désalignement pendant l'entretien, l'idée, c'est de comprendre d'où vient ce gap. Ensuite, comme on le dit depuis le début, l'idée d'un entretien derrière, c'est de mettre en place des actions. À travers Factorial, ces actions, on va pouvoir les identifier et les suivre à travers un plan d'action et savoir à combien de pourcentage de chaque action notre collaborateur en est au fur et à mesure du mois, de la semaine ou de l'année, avec évidemment une conclusion de l'entretien. Derrière, j'attends que la vidéo se mette à défiler. Donc là, on reprend effectivement les actions à mettre en place. Et donc l'idée derrière, c'est de pouvoir aller signer cet entretien, le faire signer à la fois par le collaborateur et le manager. Suite à quoi, lors de ces entretiens, on aura identifié des compétences pour chacun des collaborateurs, là, pour Adèle, et on va pouvoir mettre une note sur chacune de ces compétences, pour chaque collaborateur. Une fois qu'on s'est accordé, évidemment, entre le collaborateur et le manager. Derrière, là, point hyper important, l'ensemble de ces compétences vont pouvoir être retrouvées au sein d'une toile d'araignée de compétences où on va pouvoir évaluer où on se trouve et sur quel axe on va devoir travailler. Là, par exemple, on voit que l'autonomie, pour ce collaborateur, c'est pas encore trop ça. Et donc, on va donc pouvoir voir les évolutions, parce que là, on est en 23 septembre 2024, donc on va pouvoir aller retourner en arrière pour voir s'il y a une évolution de notre fameuse araignée. Et tout au début du webinaire, je mentionnais le fait d'aller identifier le bon talon au bon moment via des critères totalement objectifs. Et bien, c'est ça, c'est la grille de potentiel qu'on a chez Factorial. L'idée, donc, c'est de prendre des compétences, des soft skills et des hard skills, par exemple, et d'aller lancer une recherche, donc les hard skills et les soft skills, en fonction d'un poste qui est clé. Et donc, l'idée, c'est d'aller identifier la liste des collaborateurs les plus pertinents pour aller sur ce poste. Et de manière totalement objective et moins faire entrer en compte, on va dire, l'émotionnel et la subjectivité, mais vraiment prendre ces décisions de manière totalement éclairée vis-à-vis des hard skills et des soft skills sur la bonne personne qu'il va falloir promouvoir ou qu'il va falloir mettre au poste dont il est question. Et donc, tout ça est lié à la base aux entretiens. Les entretiens permettent d'identifier les compétences permettent d'identifier les formations, et ensuite d'aller identifier nos grilles de potentiel pour d'éventuels placements en fonction des compétences de chacun.
Et enfin, donc pour finir, l'idée, c'est aussi d'avoir par équipe des sondages qui vont permettre d'aller identifier par collaborateur et par équipe l'état d'esprit de chaque collaborateur, ce qui va nous donner l'état d'esprit de l'équipe. Je vous donne un exemple très concret. Parfois, on peut penser que si une équipe sous-performe, ça peut être lié justement à des problèmes techniques, parce qu'il y a un manque de maîtrise d'un outil, par exemple, ou il y a un problème peut-être dans la façon de communiquer sur certains projets. Et grâce à ce type de sondage, ça c'est de l'intuition en général managériale, mais grâce à ce type de sondage, on va pouvoir comprendre que non, si l'équipe ne fonctionne pas, c'est peut-être parce qu'il y a un problème au sein de l'équipe d'entente. Et donc, ce n'est pas du tout une formation qu'il va falloir mettre en place, mais il va falloir mettre plutôt en place des moments d'équipe pour aller renforcer les liens et faire en sorte de créer un vrai esprit d'équipe, donc des team building tout simplement. Et donc, on va pouvoir identifier ce type de situation à travers la partie sondage de Factorial. Voilà. D'accord, ok. Très bien, super. Merci beaucoup, Joris, pour cette présentation. C'était vraiment une démo très, très intéressante et très dense sur l'ensemble des fonctionnalités de ce module qui est disponible sur Factorial. Si j'ai bien compris, quand même, c'est quand même un peu un espèce de jumeau numérique qu'on a pour la dimension gestion des entretiens d'évaluation jusqu'au suivi finalement des performances et des possibilités de formation et de prise de poste dans le futur. Hein. Ça couvre quand même un spectre assez large des dimensions de gestion des parcours, voire des carrières. Oui, tout à fait. Hein. L'idée, encore une fois, c'est d'avoir une vision 360 degrés sur le parcours collaborateur. Et pour avoir cette vision, on a besoin de ce type d'indicateur et de ce type d'outils pour pouvoir aller faire les bonnes actions au bon moment. Et encore une fois, pour revenir aux entretiens, d'aller exploiter ces entretiens et d'en sortir des actions concrètes, des plans d'action, que ce soit sur la formation ou même l'évolution des collaborateurs. Ça marche, Joris. Merci beaucoup pour ces éléments. Dans la suite de la présentation, je crois que c'est à Florent de prendre la main sur le slide suivant, sur cette dimension de digitalisation de la formation. Finalement, quels sont les différents paramètres à prendre en compte? Oui, sur le sujet de la digitalisation de la formation, vous l'avez dit tous les deux, il n'y a rien de bien nouveau. La digitalisation, ça fait des années et des années qu'on en parle. Je vais peut-être vous donner l'exemple un peu simpliste en ce qui concerne la gestion de la formation. Avant qu'il y ait des outils de gestion de la formation sur le marché, la plupart des entreprises géraient leur formation soit avec un Word, soit avec un Excel ou un Google Sheet. Et ce que je voulais mettre en avant, c'est bien ce que ça apporte d'utiliser un outil plutôt que de rester sur son Excel. Bien, quand on gère de la formation, à moins qu'on soit une toute petite entreprise avec très peu de collaborateurs, sinon on se retrouve vite à gérer beaucoup de données. Si j'ai 200 collaborateurs, on va dire que j'ai quasiment au moins 150 demandes de formation. Si je les gère sur Excel, ça va me prendre du temps parce que je vais devoir tout gérer à la main et je vais avoir du mal à le faire. Si j'utilise un outil, je vais pouvoir beaucoup plus facilement recouper les données, je vais pouvoir beaucoup plus facilement programmer mes formations, je vais pouvoir notifier mes collaborateurs, je vais pouvoir leur donner toutes les infos dont ils ont besoin, et ça dans un même outil. Donc, côté RH, ça va me simplifier la vie parce que j'ai un outil qui va me permettre de tout faire, et notamment les tâches les plus chronophages, du type envoyer les invitations, envoyer les évaluations à froid, envoyer des notifs s'il y a des changements. Eh bien ça, l'outil va me permettre de le gérer de manière intégrale au sein du plan. Pareil, je vais pouvoir identifier, je parlais tout à l'heure de recueillir les besoins lors des entretiens d'évaluation, les besoins stratégiques, les formations obligatoires. Eh bien, je vais avoir tout au sein de la même plateforme. Je vais être notifié automatiquement lorsqu'il y a une formation obligatoire à renouveler et ça va clairement me simplifier la vie et en termes de data et information et en termes de réalisation de tâches beaucoup plus rapides et beaucoup plus efficacement. D'autre part, la digitalisation dans la formation, ce que ça nous a apporté déjà depuis au moins une dizaine d'années, c'est aussi l'accès à de nouveaux formats de formation.
C'est-à-dire qu'on n'a plus forcément obligé de faire uniquement du présentiel, mais on peut aussi faire des formations à distance, on peut faire des formations en e-learning, et donc du coup, ça nous offre une offre de formation qui est beaucoup plus large, et aussi des coûts qui sont réduits, puisque les formations en ligne ou e-learning, lorsqu'elles sont accessibles pour la formation souhaitée et qu'elles sont qualitatives, eh bien, ça permet aussi de faire des économies considérables. Peut-être pour vous donner un petit chiffre là-dessus, aujourd'hui, en tout cas sur l'exercice 2023, il y a une étude, l'étude qu'on a faite en début d'année nous montre que 51% des formations sont réalisées en présentiel, et donc 49% sont réalisées soit en e-learning, soit complètement à distance. Donc c'est intéressant de se dire qu'aujourd'hui, c'est quasiment la moitié des formations qui sont faites à distance, ce qui a permis aussi à beaucoup plus de personnes d'être formées avec des budgets qui sont restés peu ou prou équivalents. Et donc, forcément, réduction des coûts, ça permet de donner accès à d'autres formations. Le fait aussi de pouvoir gérer une quantité de données plus importante permet aussi de gérer un catalogue de formations beaucoup plus large, qui permet aussi d'aller trouver exactement la bonne formation au bon moment et dans le bon budget. Donc, que des avantages sur la digitalisation de la formation. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que ce sont des outils qui sont très simples à mettre en œuvre. Pendant longtemps, la digitalisation était passée par des outils qui n'étaient pas forcément en ligne, qui nécessitaient beaucoup plus de travail de mise en œuvre. Aujourd'hui, les onboardings sur des outils, là je parle je parle de formation, mais c'est aussi vrai pour les entretiens d'évaluation ou autres types d'outils, l'onboarding est beaucoup plus simple qu'il pouvait l'être auparavant. Donc vraiment que des points positifs. Ouais, merci Florent. Et c'est vrai qu'on peut rajouter avec ces accès à ces nouveaux formats de formation en mode digital que finalement, dans le malheur qu'on a vécu avec la période Covid-19, le monde de la formation a pu quand même profiter de l'essor des formats de formation en mode digital, car beaucoup d'entreprises, beaucoup d'organisations, beaucoup de centres de formation ont mis en place des modes de format de formation à distance pour répondre face aux contraintes physiques que l'on avait au cours de la période Covid-19. Et c'est là qu'on a vu quand même un grand nombre d'initiatives prises dans ce domaine, ce qui a permis de faciliter finalement l'éclosion de l'essor de la formation digitale dans le monde des entreprises et des organisations. Ce que je vous propose, Joris et Florence, c'est d'aborder la dernière slide, qui est non négligeable dans notre monde actuel sur l'impact de l'intelligence artificielle. Alors là, c'est vrai que c'est quand même difficile d'échapper à cette dimension en l'état actuel. Concrètement, qu'est-ce qu'on peut dire de l'impact de l'intelligence artificielle dans le monde des entretiens d'évaluation et de la formation? Déjà, aujourd'hui, ce qu'on peut dire, alors on en parle beaucoup de l'intelligence artificielle. Finalement, pour l'instant, il y a encore peu d'outils qui l'ont complètement intégré. C'est en cours, il y a des choses intéressantes qui sont faites, mais on n'a pas encore énormément d'outils qui l'ont réellement mis en place. Nous, de ce qu'on observe chez Simbel, mais plus largement sur le marché, bien, principalement, en fait, l'intelligence artificielle, elle va permettre d'automatiser des tâches manuelles chronophages. Donc, et je le mets en dessous avec recoupage de données importantes, elle va nous permettre de donner des gros volumes d'informations. Typiquement, sur un SIRH, demain, avec de l'intelligence artificielle, on va pouvoir aller regarder ce qui se passe du côté des compétences, ce qui se passe du côté des entretiens, ce qui se passe du côté des formations, ce qui se passe du côté du recrutement. Et on va réussir à mouliner tout ça pour se dire, même en interne, tiens, on a tel poste qui est ouvert, ce profil-là, il a telle compétence, il est sur tel poste, en faisant telle formation et en se développant de telle manière, et au regard de ce qu'il a dit dans son entretien d'évaluation, eh bien, on peut lui proposer quelque chose. Aujourd'hui, c'est hyper difficile de faire matcher toutes ces infos. On l'a vu tout à l'heure avec ta démo, Joris, déjà le fait de tout avoir dans un même outil, ça simplifie quand même la vie. Mais c'est très difficile d'aller recouper toutes ces infos parce qu'en fait, les personnes détenteurs de ces informations, ce sont des personnes différentes qui ne vont pas forcément se parler au bon moment. Donc ça, c'est vraiment un gros intérêt de ce que peut apporter l'IA, c'est ce recoupage de données. Donc, automatisation des tâches manuelles chronophages. Je prends l'exemple du plan de formation.
Bien, aujourd'hui, c'est possible de récupérer des demandes de formation et de construire un plan automatiquement, de demander à l'IA d'aller chercher les bonnes formations en fonction des bons besoins, de se dire, en fait, cette personne, elle a libellé de telle manière son besoin de formation, cette personne, elle a libellé d'une manière différente, mais au final, c'est le même besoin. En fait, je vais pouvoir les envoyer faire la même formation. Et ça, pareil, c'est un travail qui peut être long. Et quand on a 3000 formations, 3000 demandes de formation, en fait, on ne va pas forcément, ah tiens, machin avait demandé, un tel avait demandé telle formation, donc je sais qu'un tel a demandé la même, et je vais recouper. Donc ça, l'IA va beaucoup nous aider, là-dessus. Et surtout, je trouve ce qui est important, c'est qu'elle va permettre aux équipes RH qui aujourd'hui ont beaucoup de missions, sont souvent surchargées, de se consacrer aux missions stratégiques sur lesquelles elles ont le plus d'impact, plutôt que d'aller faire des tâches manuelles ou d'essayer de recouper de la donnée, ce qui est fastidieux, ce qui est moins intéressant. Et c'est là qu'on va moins exploiter les talents de nos équipes RH si elles bossent sur des missions stratégiques, c'est quand même mieux et ça apporte beaucoup plus de valeur. Très bien, merci beaucoup sur ces éléments. Joris, peut-être que tu veux rajouter quelques éléments sur cette dimension d'IA. J'imagine que du côté de Factorial, vous regardez ça avec une grande attention. Comment vous adaptez votre plateforme sur le développement et les progrès technologiques liés à l'intelligence artificielle? Oui, c'est un des grands sujets chauds du moment, vous imaginez. Nous, de notre côté, ça fait déjà 2 ans qu'on est sur le développement de l'IA. Ça prend du temps parce que l'IA aujourd'hui, c'est pas forcément la priorité des DRH ou des équipes RH. Nous, on se focalise d'abord sur les besoins des RH, mais on développe aussi la partie de plus en plus IA. Et comment? Via tout simplement de la requête. Comment on va aller exploiter l'ensemble des données qui sont dans cette plateforme, dans cette solution, sans que la personne, l'utilisateur, en l'occurrence le DRH ou le CEO, les dirigeants, perdent du temps dans la génération de ces rapports. Tout simplement, l'IA, ça va être notre meilleur ami. On va dire, on va taper des questions. J'aimerais connaître les 10 personnes de l'entreprise ou les 100 personnes de l'entreprise en fonction de la taille qui ont le plus de difficultés sur le sujet Excel ou sur le soft skills empathie pour les vendeurs, par exemple. Et donc, l'idée, ça va être d'identifier en moins de 2 secondes l'ensemble des personnes qui peuvent être concernées par ce type de formation. Grâce justement aux entretiens d'évaluation qu'on a vu tout à l'heure, l'évaluation des compétences. Et là, derrière, on va pouvoir aller faire des rapports très simples en allant questionner notre IA qui va aller piocher dans la formation qu'on a pu remplir dans Factorial pour nous la ressortir et nous la pré-mâcher et nous donner la bonne info. Et c'est comme ça aujourd'hui qu'on exploite l'IA chez Factorial. Une question un peu prospective pour Factorial, mais aussi pour Florent, finalement, du côté de Simbel. Comme j'adore un peu la science-fiction, est-ce qu'on pourrait imaginer quelque part des entretiens annuels organisés par des IA directement? Finalement, on dépasse le côté humain et finalement, c'est la machine qui supervise l'entretien d'évaluation. Est-ce qu'on peut imaginer ce type de scénario? Est-ce que l'un de vous deux est inspiré sur ce thème-là? Alors moi, je suis inspiré. Je pense que ça ne serait pas en remplacement, mais ça serait en accompagnement. Si demain, parce qu'on voit de plus en plus d'influenceurs qui jouent dans leur cuisine avec des robots, si demain on a un robot ou une IA très évoluée qui vient à un entretien d'évaluation, ça serait pour donner l'information pure et brute de la donnée concrète. Et à partir de cette donnée, ça serait au manager et au manager d'aller réinterpréter cette data et l'expliquer. Parce qu'à la fin, une machine ne pourra, en tout cas, pas ce que je sache, mais aujourd'hui, une machine n'est pas encore en capacité d'analyser toutes les émotions humaines et tout ce que l'annonce d'un chiffre peut impliquer et comment l'annoncer, ce chiffre. Donc, en soutien, oui, en remplacement, non. Très bien. Florent, de ton côté? Ouais, je partage tout à fait. Moi, à titre personnel, je pense que l'IA ne pourra jamais remplacer l'humain lors d'un entretien d'évaluation.
Je pense que ce qui est primordial quand on parle à des managers ou des collaborateurs, au-delà de ce qui va se dire dans cet entretien, c'est cet échange humain et ce rapprochement humain qu'il y a entre deux personnes. Donc l'IA peut nous aider, c'est-à-dire que l'IA peut nous aider en amont à préparer l'entretien, à aller poser les bonnes questions, à aller identifier les bons points à creuser, les sujets dont il faut parler, peut nous aider à analyser ensuite ce qui s'est dit, mais remplacera pas ce contact humain entre deux personnes lors d'un entretien d'évaluation. En tout cas, je ne l'espère pas. Très bien, merci pour tous ces éléments. Il nous reste 5 minutes à ce webinaire. On va passer à une courte question, une session de questions-réponses. Alors pour l'instant, je n'en vois pas directement qui a alimenté l'espace de chat, mais on en avait prévu quelques-unes pour se dire qu'on avait un petit peu de temps libre pour en parler. Je voulais discuter avec vous sur les différences de formation qu'on peut observer finalement dans le monde des PME, dans le monde des grandes entreprises. Vous, du côté de Factorial, vous êtes entre les deux mondes, hein, quelque part. Finalement, comment vous percevez les différences de pratiques d'entretien, à la fois du côté des PME et du côté des plus grandes entreprises? Ouais, je dirais que du côté des plus grandes entreprises, ça va être déjà un peu plus organisé en général, parce que c'est vrai que dans les plus petites entreprises, les PME, en général, un DRH est multicasquette, mais aussi les managers. Et donc, le temps est compté dans les petites PME et il faut et le temps de préparation est plus compliqué à mettre en œuvre de ces entretiens. Et donc, ça va moins être standardisé, comme dans les grandes entreprises, ou dans les grandes entreprises, par exemple, je parle de ce que je connais chez Factorial, ça va être un vrai, parce que chez Factorial, on est quand même 1000, et donc, lorsque les entretiens vont se dérouler, c'est un vrai temps où l'ensemble de l'entreprise, pendant 2-3 jours, est à l'arrêt, et là, on va tous ensemble faire les entretiens. Et donc, c'est processé, c'est organisé, et c'est timé. Dans les plus petites entreprises, on voit bien que là, on va les faire quand on peut, les entretiens, et comme on peut. Donc, Factorial est là pour aider ça et pour aider les personnes qui sont concernées par les entretiens et soulager sur la préparation. Malgré ça, il y a un aspect organisationnel qui est inhérent aux petites entreprises qui fait que c'est plus compliqué de les réaliser de manière standardisée. Florent, de ton côté, est-ce que ça t'inspire quoi, ces dimensions de différence par typologie d'entreprise, PME, grande entreprise? Est-ce que tu vois des grandes différences de pratiques d'entretien avec une passerelle sur la formation? Oui, il y a forcément des pratiques qui sont différentes. Après, c'est pas forcément qu'une question de taille. Typiquement, une entreprise industrielle, si je parle d'un point de vue même technique, en fait, qui a une population qui n'a pas d'adresse mail professionnelle, en fait, ça va forcément tout de suite changer. Quand vous devez faire un entretien d'évaluation avec quelqu'un qui ne travaille pas sur ordinateur, donc on n'a pas cette habitude-là d'aller préparer l'entretien, il n'y a pas d'adresse mail, forcément, ça va nécessiter des changements. Après, fondamentalement, on reste quand même sur toujours cette même idée et cette même structure. Je partage ce que dit Joris sur l'organisation. On a des entreprises qui, finalement, petites, étalent, se disent « bon, je vais les faire en janvier, mes entretiens, puis finalement, je les ferai en février parce qu'en janvier, j'ai pas eu le temps. Puis finalement, je les ferai en mars et parfois, finalement, je les fais pas du tout. » Donc, je pense que ça dépend vraiment de la taille des entreprises, de la structure des équipes RH. Il y a des équipes, parfois des entreprises de petite taille qui ont des équipes de RH qui sont dimensionnées correctement. D'autres, des boîtes qui ont grossi assez vite et finalement, la quantité de personnes dans l'équipe RH n'a pas suivi immédiatement, donc c'est difficile de suivre. Je pense que c'est très différent. En moyenne, effectivement, dans les plus grosses entreprises, on observe plus de structures que dans les plus petites, mais je pense qu'il y a aussi des différences entre les industries. Et puis, si je parle de la formation, typiquement, en fonction de ce que vous faites, on va avoir des formations obligatoires, on ne va pas en avoir. Donc, ça va aussi avoir un impact important sur le développement des compétences. Parce qu'en fait, quand vous avez quasiment tous vos collaborateurs qui doivent faire 2 formations obligatoires tous les ans, en fait, ça laisse peu de place à d'autres formations. Donc, vraiment, oui, taille d'entreprise, mais aussi typologie et industrie. Oui, naturellement, tout dépend
des besoins opérationnels des entreprises et du temps disponible, effectivement, aussi accordé à la formation, ce qui n'est pas toujours évident dans les petites structures. Florent, merci beaucoup pour ces éléments. Joris également. On arrive à la fin de ce webinaire. Il nous reste une petite dizaine de secondes, le temps que je conclue la session. Je voudrais remercier tous nos participants, remercier nos 2 intervenants. Joris Parizeau, je vous rappelle votre fonction, consultant en RH chez Factorial, et Florent Horta, Head of Marketing chez Simbel. Nous sommes restés ensemble pendant 1 heure sur le thème au-delà de l'évaluation, engagez vos équipes grâce à la formation. J'indique à tous nos participants que cette session sera disponible en replay très prochainement via RH Matin. Donc, vous pouvez reconsulter à l'aise l'ensemble des slides qui ont été présentés et l'ensemble des éléments. Je retrouve pour d'autres webinaires pour l'année prochaine maintenant, qui cette année est décidément passée très très vite. Joris et Florent, merci beaucoup pour ce webinaire. À très bientôt, j'espère, pour une prochaine session sur des thèmes sur cette dimension de digitalisation RH, et on aurait encore beaucoup de choses à dire. Merci en tout cas pour vos contributions respectives et à très bientôt. Merci beaucoup. Merci.